Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Je suis très heureux encore une fois d'être avec vous pour décortiquer certaines situations dans notre diplomatie. Vous allez bien? Ça va, je vais bien, sauf que tout n'est pas rose dans notre pays. Justement, je pense qu'on va devoir parler de situations moins agréables que d'habitude. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'agréable à décortiquer au Rwanda, quoi. Ça va de mal en pis. Donc, le temps passe et on apprend des choses et tout change minute par minute, peut-être au pire. Donc, il faudra peut-être qu'on aborde la question directement, comme ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Et de toute façon, j'appartiens désormais à la maison. Je fais partie de l'équipe. Oui, bienvenue. Vous avez tout le temps la bienvenue. Hein. C'est comme chez vous, faites comme chez vous. Tout à fait. C'est la radio des Rwandais. Radio Rumuri, c'est la radio des Rwandais. C'est pas seulement pour vous, je ne le dis pas seulement pour vous. Tout Rwandais qui veut vraiment parler, qui a quelque chose au cœur, nous l'accueillons et nous lui donnons le micro, la caméra, pour, disons, faire bénéficier aux autres ce qu'ils pensent, ses idées. Voilà, c'est une radio donc ouverte à tous les Rwandais, même aux non-Rwandais. Voilà, vous dites. Ce qui nous concerne pour notre émission, c'est ouvert à tous les francophones. Bah oui, voilà. Bonne précision. Voilà, donc, comme vous le disiez, on va aller tout de suite au sujet. Des sujets qui ne sont pas gais, mais nous ne faisons pas les temps et les... Il y a une expression pour ça. C'est pas nous, si nous pouvions, hein, nous aurions changé les situations pour qu'elles soient meilleures, mais voilà, ce que nous pouvons, c'est d'informer, de faire savoir des situations qui parfois ne sont pas claires, qui parfois ne sont pas bien visibles, pour que les décideurs au moins prennent conscience et qu'ils fassent quelque chose. Ce qui est une bonne chose, c'est ça le rôle de la radio. Si nous vous avons invité ce soir, c'est parce que il y a justement un fait, une situation qui vient de se passer dans la diplomatie entre le Rwanda et les pays étrangers, et que nous voulions que vraiment vous nous donniez de votre lumière. Parce que depuis longtemps, on le dit, le gouvernement rwandais essaye, donc la diplomatie du gouvernement rwandais, du FPR, du président Kagame, est une diplomatie qui ne va pas dans le chemin de la diplomatie comme elle se doit. Parce que c'est une diplomatie qui est jonchée de coups bas, de chantage, de méthodes plus mafieuses que diplomatiques, réglementaires. Alors, on l'a dit, moi, je suis en Belgique, hein, au siège de la radio Rumuri. Le gouvernement belge a été 1000 fois averti des escadrons de la mort qui sont envoyés ici sous le couvert de la diplomatie, ici en Belgique, ici à Bruxelles, et qui font, d'ailleurs, même les journaux d'ici l'ont écrit, hein, parce que nous informons les journaux d'ici, les télévisions d'ici, les officiels d'ici, quand nous avons les faits, et voilà, et les journaux aussi répercutent notre message. Pour entrer dans le sujet, vraiment, est-ce que, monsieur l'ambassadeur, la diplomatie du Rwanda peut-il gagner? J'ai parlé de la Belgique, vous savez, le Canada, d'autres pays. Donc, un peu partout, est-ce que la diplomatie telle que le fait le gouvernement rwandais de Paul Kagame, est-ce vraiment une diplomatie digne d'être appelée diplomatie, ou alors on pourrait lui trouver
En tout cas, il y a un autre nom qui conviendrait mieux, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, c'est difficile à dire. En tout cas, ça lui réussit. La manière dont Kigali procède, lui réussit parce qu'il utilise tous les moyens, il utilise la pression, il instrumentalise le génocide des Tutsis, il utilise des moyens, en fait, internationalement illégaux, le terrorisme, le kidnapping, les assassinats à l'extérieur, et le monde regarde, y compris les grands pays dits démocratiques. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible parce que, comme vous le disiez, la presse belge a sans doute été saisie de la question. Il y a eu des articles, le gouvernement belge aussi en a été saisi, la police belge en a été saisie. Plusieurs cas peuvent être rappelés parce qu'ils ont été documentés. Il y a d'abord, il y a quelques années, l'ancien Premier ministre Faustin Twagiramungu avait été menacé de mort et d'assassinat. Eh bien, la police belge l'a averti et lui a même donné des moyens de protection, une escorte permanente, un véhicule blindé, je pense, avec tout ce qu'il faut pour empêcher un assassinat. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils savaient qu'il y avait des équipes, des escadrons venus pour assassiner l'ancien Premier ministre. Il y a eu aussi le cas de Judy Revers. Elle a été aussi avertie par la police belge. Elle a eu les moyens de protection jusqu'à son départ de Belgique. Ils ont même identifié un des Rwandais vivant en Belgique, qui est connu de tout le monde, qui est allé la menacer à son hôtel. La police belge le sait. C'est une personnalité connue en Belgique, même si on ne donne jamais son nom, mais Judy Revers sait de qui il s'agit. Mais à la suite de ça, rien, il n'y a pas eu de suite. Il y a eu aussi des tentatives d'assassinat qui ont été étouffées dans l'œuf. Nous possédons des audios de personnes se trouvant au Rwanda et qui parlaient à quelqu'un qui se trouvait dans un aéroport belge et qui devait assassiner quelques personnalités, anciennes personnalités du FPR, qui serait passé en ce moment-là en Belgique. Donc tout ça est connu. Ce qui est étrange et choquant, c'est qu'en fait, on observe une grande complaisance de tous ces pays occidentaux, notamment la Belgique, la France, l'Allemagne et les autres, hein, parce qu'en France aussi, on a déjà signalé des pressions pas gentilles à notre égard, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite aujourd'hui encore. Ça se poursuit. Au Canada, vous l'avez dit, en Australie, aux États-Unis, partout, la diplomatie de Paul Kagame est caractérisée par la violence ou par les menaces ou par le chantage ou par des actes terroristes. Le dernier en date qui a été enlevé en venant des États-Unis, en passant par Dubaï, c'est Paul Rusesabagina. Ça aussi, tout le monde le sait. Il y a eu d'autres. Récemment, on a parlé du kidnapping de Cassien Nhamuhanga au Mozambique. Je ne vais pas citer tous les cas connus de kidnapping, d'assassinat de gens habitant au Kenya, en Zambie, en Ouganda, bien sûr, en République démocratique du Congo et ailleurs. En Afrique du Sud, avec l'assassinat de Patrick Karegeya. Bien sûr, Patrick Karegeya, il a été assassiné, mais il y en a d'autres qui ont failli être assassinés. J'ai inspiré un livre à la journaliste Michaela Rong Exactement. Mais récemment encore, il y a quelqu'un qui a été assassiné en Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas terminé. Il y a quelqu'un qui a été assassiné il n'y a pas 2 mois en Afrique du Sud. Il y a d'autres tentatives en Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup d'assassinats au Kenya. Au Kenya, bien sûr. Toute la série qui ont suivi, Gafirita. Il y a un jeune homme dont on ne parle jamais, mais moi, personnellement, je sais qu'il a été enlevé de Tanzanie ou de Nairobi. Alexis, qui était du Parti social-démocrate, le PS Imberakuri. Mais, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi de vous couper la parole, mais qu'est-ce qui donne le droit de tuer, le droit de se comporter comme ça, comme un gangster,
au président Kagame pour qu'il aille partout dans le monde pour y faire régner la terreur, même chez les pays que nous croyons, en tout cas, démocratiques. Qu'est-ce qui lui donne son pouvoir? Il y a plusieurs choses, cher Aloïse, comme je le disais. Le premier, à mon avis, c'est son savoir-faire en matière d'instrumentalisation. Depuis 1994, il est passé maître vraiment dans l'instrumentalisation du génocide des Tutsis, où il s'est donné le beau rôle. Il s'est donné le rôle de celui qui était venu défendre la minorité Tutsi, qui a, malgré tout, finalement arrêté le génocide. Les deux sont faux. Il n'est jamais venu pour arrêter, pour défendre les Tutsis. Aujourd'hui, c'est patent. Il n'a jamais arrêté le génocide. Au contraire, nous le disons aussi souvent, on nous prendra pour finalement des vieux bavards du village, hein, mais c'est une évidence. Il n'a jamais arrêté le génocide. La preuve aujourd'hui. Même s'il l'aurait fait, voilà. Excusez-moi, même s'il l'aurait fait, même s'il avait arrêté le génocide, est-ce que cela lui donne le droit de tuer, de se promener partout dans le monde en sémant la terreur, en tuant ceux qu'il veut impunément? Je ne sais pas. J'essaie de poser la question au lieu et à la place de ceux qui nous suivent, mais moi non plus, j'ai du mal à comprendre. Je pense que les gens qui veulent savoir devraient poser la question à leur gouvernement, surtout les Occidentaux, les Français, les Belges, les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Danois, les Norvégiens, parce que, vous savez, il a placé tous ses pions partout. Il a placé ses pions dans la diaspora rwandaise, justement envoyée pour ça. Il y a la fameuse communauté rwandaise de l'extérieur. Il y a des réseaux dormants du FPR qui ont infiltré nos mouvements, nos associations, nos partis politiques, des gens qu'on croyait avec nous, mais qui en fait sont venus pour noyauter nos actions, pour noyauter nos organisations. Ça se vérifie chaque jour, malheureusement, davantage. Des gens qui travaillaient avec nous au quotidien et tout d'un coup, ils se lèvent pour défendre les positions, le droit du FPR de nous assassiner, ou demander carrément qu'on vienne nous assassiner à l'étranger. Donc, c'est des choses que nous devons examiner très sérieusement, mais les Belges qui souhaiteraient comprendre devraient poser la question au gouvernement belge. Pourquoi laissez-vous faire un assassin notoire, un terroriste, un assassin sans frontières, pour finir? Et pour Kagame, puisque vous utilisez le terme de droit, avoir le droit de le faire. Vous savez, Kagame, il ne fait pas beaucoup cas de... Le droit, pour lui, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de préserver son système, c'est de rester au pouvoir à tout prix. C'est ça qui compte. Et donc, s'il parvient à tromper la communauté internationale, à instrumentaliser le génocide, à se présenter comme le gentil contre les méchants génocidaires qui sont partout. Aujourd'hui, ils sont même, on trouve de dangereux génocidaires parmi les rescapés Tutsis du génocide. Ils passent à la trappe tous les jours, en prison, assassinat et toutes sortes de brimades. Jusque-là, et les gens y croient. Les gens pensent que vraiment, Aimable Karasira, qui croupit maintenant en prison, qui est malade, les gens croient que Karasira serait un dangereux terroriste, un négationniste. Il nous appartient, je pense, nous, communauté rwandaise, soucieuse du changement dans notre pays, il nous appartient de changer de mentalité. Je crois sincèrement que les Rwandais devraient comprendre et les pays dans lesquels nous vivons. Partenaires du Rwanda, hein, vraiment, parlons vraiment de diplomatie. Les pays partenaires du Rwanda devraient changer aussi de comportement parce que vous parliez tout à l'heure que les populations devraient essayer de demander que leur gouvernement soit vigilant par rapport à la diplomatie rwandaise. Mais ici en Belgique, justement, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour influencer l'Assemblée et le Sénat
Tout dernièrement, il y a même le groupe Écolo qui a fait ce qu'on appelle la question au gouvernement. Donc, à propos de ces escadrons de la mort, j'ai ici un article, je vais vous le montrer, où justement ce groupe Écolo demande que vraiment on soit vigilant par rapport aux escadrons de la mort. Je ne sais pas si vous voyez bien l'article. Donc, la Chambre des représentants, questions et réponses écrites numéro 55-51, escadron de la mort rwandais en Belgique. Donc, c'est quelque chose qui a été fait par le groupe Écolo, représenté par Samuel Tchogolati, que je connais bien. Donc, au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, donc, il demandait des questions au gouvernement sur les escadrons de la mort rwandaise. Vous voyez, c'était en juin 2018, où Guy Rapaille, c'était un ancien président du comité R, ce comité d'espionnage, a déclaré que les services belges ont été informés de l'existence d'escadrons de la mort rwandais en Europe. En juin 2019, dans une déclaration à la Livre Belgique, le lieutenant général Claude Van Voorde, il faudrait que j'aille doucement, patron du service général des renseignements et de la sécurité, a placé le Rwanda aux côtés de la Chine et de la Russie dans le top des priorités du renseignement militaire belge. Plusieurs incidents inquiétants se sont en effet déroulés ces dernières années, lors desquels la responsabilité des escadrons de la mort rwandais en Belgique a été pointée du doigt par les victimes. 1. Quelle est la nature exacte de l'ingérence des dits escadrons de la mort rwandais en Belgique? 2. Quelle politique mène le service fédéral, c'est le gouvernement belge, le service fédéral donc, des affaires étrangères, pour lutter contre les menaces des 10 escadrons de la mort rwandais en Belgique? 3. Des mesures ont été prises, plus particulièrement vis-à-vis de l'ambassade rwandaise à Bruxelles? Une question. 4. La Belgique a-t-elle fourni, et si oui, dans combien de cas, tels que celui de Jude River, dont vous parliez tout à l'heure, continue-t-elle de fournir la protection rapprochée à des personnes critiques envers le régime du président rwandais Paul Kagame en Belgique? 5. Question 5. Quelles actions la diplomatie belge a-t-elle entreprises vis-à-vis du Rwanda pour investiguer les morts suspectes des ressortissants belges Thomas Ngeze et Peter Jan Stylens en 2018 en Afrique du Sud? 6. La diplomatie belge a-t-elle pris des mesures particulières lors des 3 dernières visites du président rwandais Paul Kagame, dont la dernière date de juin 2019, suite aux incidents et plaintes pour agression, menaces ou vandalisme déposés par certains Belges d'origine rwandaise? 7. Question 7. Quelles sont les actions concrètes mises en place par le service fédéral des affaires étrangères pour assurer la protection des Belges et Rwandais sur notre territoire contre les actions des 10 escadrons de la mort? Ça, c'est officiel. Hein? Vous parliez des peuples, des pays démocratiques qui sont partenaires avec le Rwanda et qui subissent ces mauvaises conduites de la diplomatie rwandaise. Nous poussons ces peuples, nous poussons ces institutions à agir, à être vigilants par rapport au gouvernement rwandais, mais c'est comme si, justement, comme vous le disiez, ils sont impuissants ou je ne sais pas par quel mécanisme. On se le demande, on se le pose, parce que rien ne change. Alors, nous disons, vraiment, quand je pose la question, qu'est-ce qui lui donne le pouvoir impuni, de rester impuni devant ces ingérences, c'est une question, je pense, vraiment légitime.
Vous savez, le Rwanda n'est pas un pays démocratique. Le Rwanda a un chef d'État qui dispose de tous les moyens du pays et qui a la possibilité de faire tout ce qu'il veut tous les jours, d'utiliser l'argent du pays comme il veut, y compris les cadeaux que lui font les pays occidentaux. Il peut les utiliser pour les combattre. Ça aussi, il faut que ça se sache. Alors que les pays européens, la France, la Belgique, eux, n'ont pas cette possibilité. Et moi, je soupçonne vraiment un phénomène qu'on devra peut-être approfondir. Je crois que certains dirigeants occidentaux sont sous le chantage, vivent sous le chantage d'une manière ou d'une autre du gouvernement rwandais. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, je ne sais pas pourquoi il a tellement d'emprise, Kagame, sur les dirigeants occidentaux. En tout cas, j'ai l'impression qu'il inspire la peur, et qu'il a des soutiens indéfectibles qui savent très bien ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui. Si je ne parle que de la Belgique, je peux vous donner la liste d'une dizaine de personnalités de premier plan qui appartiennent à l'un ou l'autre parti politique, qui travaillent officiellement, c'est connu, pour le régime de Paul Kagame. À l'Union européenne, la même chose. En France, récemment encore, vous avez vu quand même comment il s'est comporté à Paris et après à Kigali, comme un terrain conquis. Il y a des personnalités très très puissantes en France qui sont derrière Paul Kagame, d'une manière et pour des raisons qu'on ignore. Des personnalités de premier plan. Donc tous ces gens-là constituent une coalition, un mur de protection. Aux États-Unis, ça commence à diminuer, mais avant, vous savez, quand Paul Kagame avait un petit souci, il prenait son téléphone, il appelait Bill Clinton, il appelait le mania, j'oublie souvent son nom, enfin plusieurs, hein, il y en a plusieurs, qui protègent Kagame comme jamais, qui sont prêts à tout. Et chaque fois qu'il a des difficultés, je l'ai constaté, ces hommes d'affaires américains viennent au Rwanda, soi-disant pour visiter les gorilles hein, dans les parcs, soi-disant pour lancer des projets ou pour acheter des terres d'où l'on a chassé les paysans rwandais, pour leur confier la gestion de ces terres, ou alors des gens qui viennent pour construire des aéroports ou d'autres infrastructures. C'est tout, il a une coalition, vous savez, quand vous avez un bouclier de protection qui est plus forte que tous les assauts qu'on peut vous porter, eh bien, vous survivez. Il a neutralisé. C'est un danger réel pour l'équilibre de la sous-région et de l'Afrique et du monde entier. Regardez, Aloïse, regardez aujourd'hui. Le Rwanda est coupé de tous les pays voisins. Les rapports des Nations Unies sortent tous les jours qui condamnent, qui dénoncent l'immixtion du Rwanda dans les affaires congolaises, les massacres de Béni, les pillages divers, la guerre maintenant qui sévit à Minembwe parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Les Banyamulenge et les anciens alliés de Paul Kagame eux-mêmes, aujourd'hui, dénoncent un plan d'extermination des Banyamulenge pour installer des opposants burundais, c'est beaucoup dire. Moi, je pense que c'est plutôt pour faire de l'espace à l'armée rwandaise. Même si elle aura, je suis certain, elle aura fort à faire hein, de ce côté-là. Tout ça, c'est des choses que seul le Rwanda peut faire dans cette région. S'il y avait un pays de la région qui s'aviserait à attaquer le Rwanda ou à pénétrer sur le territoire rwandais, vous verriez l'avalanche de dénonciations, de critiques, de condamnations qui tomberaient sur ce pays. Donc, moi, je crois que il faut, comme je l'ai dit, que les opinions des pays qui nous hébergent, du moins les personnes qui sont conscientes de cette situation, qu'elles posent des questions à leur gouvernement, mais surtout nous, les Rwandais.
il faut qu'on fasse aussi un examen de conscience. Est-ce qu'on n'a jamais osé parler vrai à toutes ces personnalités belges, françaises, américaines qui soutiennent l'assassinat de nos parents dans le pays? Mais des fois, nous sommes aussi impuissants parce que nous, si le Parlement belge est allé jusqu'à demander des explications au gouvernement pourquoi ces espions rwandais ne sont pas arrêtés, pourquoi le gouvernement ne fait rien, c'est parce qu'ils sont conscients, nous leur avons expliqué le problème. Ce n'est pas de cela que je parle, justement. Ici. Ça, c'est comme si vous lanciez une pierre dans une brousse quelque part, indifféremment, sans trop savoir où vous lancez la pierre. Moi, je crois que nous devons changer de stratégie. Nous devons cibler. Notre adversaire, ce n'est pas que le gouvernement rwandais. Nos adversaires, ils sont nombreux et ils sont belges, ils sont français, ils sont américains, ils sont allemands, ils sont suisses, c'est-à-dire toutes ces personnalités qui forment un réseau vraiment de protection, qui constitue le bouclier de Paul Kagame et du gouvernement du FPR, qui massacrent pourtant ces populations. Il faut qu'on cible ces personnes-là, qu'on s'adresse à eux, à elles, ces personnes assez puissantes de ces pays, des pays dans lesquels nous vivons. Il faut qu'on les désigne publiquement. Parce que ça aussi, il y a des personnes qui n'aiment pas être désignées publiquement dans l'opinion nationale. Il faut qu'on le fasse, il faut vraiment qu'on le fasse. C'est très dangereux, c'est se mettre en danger par rapport à ces gens-là qui sont quand même puissants, par rapport à ces entreprises, mais il faut qu'on le fasse. Une autre chose, je pense, nous devons de plus en plus marquer notre fermeté, parce que nous recourons toujours à des moyens pacifiques. C'est très bien, hein? Moi je suis un pacifiste né, tout le monde le sait. Mais je crois qu'il y aura un jour, un moment, où les Rwandais devront penser à utiliser d'autres moyens que la diplomatie classique. Parce qu'après tout, les lois internationales sont claires. Lorsqu'une population est malmenée, assassinée, persécutée, chassée de son pays, vous savez, elle a aussi le droit de recourir aux mêmes moyens que le pouvoir. Je ne vais pas proposer qu'on fasse la guerre à notre pays, non. Mais il faudra que les pays qui nous hébergent, les pays amis de la région, comprennent qu'à un moment donné, il faut aussi accepter que les Rwandais, que la population rwandaise, que le peuple rwandais est un peuple constitué d'êtres vivants qui ont des droits et qui devraient disposer de droits de se défendre. En 90, le FPR a attaqué le Rwanda. Nous, on ne le ferait pas parce que ce n'est pas dans nos objectifs. Les pays de la région, certains se sont coalisés pour l'aider, hein, surtout le pays sont venus les troupes du FPR. À un moment donné, il faut que les pays de la région comprennent que pour la sécurité de la région, pour la sécurité de chaque pays de la région, pour la sécurité des populations rwandaises elles-mêmes, il faudra comprendre que tout passe par peut-être un changement à Kigali, pacifique ou autre. Mais il faudra que ça change. Il faut vraiment que nous puissions mobiliser le monde, bien sûr en restant pacifique, mais en disant que cette alternative ne devrait pas être, je disais, exclue. Ce n'est pas possible que les Congolais doivent toujours subir. Hein? La diplomatie, non, moi je suis diplomate, mais la diplomatie, elle peut être musclée. Vous savez, les Congolais, ils subissent depuis 30 ans, depuis 27 ans indirectement, 94, mais depuis certainement 25 ans, des assauts, des évasions, des assassinats sur leur territoire, et dont beaucoup sont inspirés par le gouvernement rwandais actuel. Mais il faudra qu'un jour, les gens comprennent que les Congolais peuvent en être fatigués et répondre par les mêmes moyens que
le gouvernement rwandais. Il faudra le comprendre. Regardez ce que le gouvernement de Kagame est en train de faire, des provocations qui s'adressent spécialement à l'Ouganda, mais aussi au Burundi. Je ne veux pas me mêler de leurs affaires, ils savent, ils maîtrisent leur défense, mais en ce qui concerne les Rwandais, il faudra que le monde finisse par accepter que les Rwandais devraient aussi disposer du droit de se défendre par les mêmes moyens que le gouvernement, que leur gouvernement, dont le gouvernement se sert pour les traquer partout dans le monde, pour les assassiner dans le pays et pour faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Cela va peut-être nous amener d'ailleurs à l'actualité. À l'actualité, nous parlons, bien sûr, tout à l'heure, nous avons surtout évoqué les actes de terrorisme et de persécution de la communauté rwandaise vivant à l'étranger. Mais ce qui se passe maintenant au Rwanda est insupportable et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. On va peut-être avoir le temps de parler de... C'est un autre pan des méfaits de cette impunité. Tout à fait. Donc, c'est les résultats, les conséquences de cette impunité dont jouit un président qui tue, qui est devenu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, impunément. Vous avez vraiment raison. Je pense que après 27 ans de pouvoir, le monde l'a bien connu. On ne peut pas dire qu'on n'a pas connu la personnalité de Paul Kagame, ni les faits et les gestes, ni en tout cas les crimes. Hein. Nous avons utilisé les vrais mots, les mots justes. Le monde ne peut pas dire qu'il ne connaît pas les crimes du président Kagame. On les connaît. Il y a des rapports qui dorment dans les tiroirs. Il y a le mapping report, il y a le rapport mapping qui dort dans les tiroirs. Les prix Nobel ne cessent de dire, voilà, essayez de faire un travail sur un rapport que vous avez commandé. Les Nations Unies ne veulent rien faire. Et je sais que vous avez raison lorsque vous dites que si l'on utilise d'autres moyens, ce sera parce que, par impuissance, parce qu'on n'est pas écouté. On a crié, ça fait 27 ans, on n'a pas été écouté. Je vous parlais de notre travail ici en Belgique, déformé. Personnellement, j'écris aux autorités à la main. Ils me répondent même. Mais aucune action. Et je me dis, ce n'est pas possible quand même. Ils le savent bien. Alors, vous dites bien, si il y a des choses qui vont par après déraper, ça sera cette fois-ci la faute aux gens qui n'auront pas pris leurs responsabilités. Pour avancer un peu dans le sujet, allons un peu poursuivons la diplomatie de ces pays, justement, qui vont, parce que le partenariat, c'est 2 personnes. Donc, il y a les ambassades de Kigali qui sont dans ces pays-là, ces pays dits de démocratie, et leurs ambassades aussi qui sont accréditées à Kigali, auprès de Paul Kagame. La diplomatie va dans les 2 sens. Mais elles aussi, ces ambassades ne sont pas épargnées. C'est ce qui me... c'est ce qui fait que je me pose vraiment plein de questions à propos de ces pays qui se disent démocratiques, qui se disent exemplaires pour... ces ambassades aussi sont malmenées par ces espions de Kigali. Ils sont infiltrés, ces ambassades. Et ces ambassades sont débordées par disons, la main, parce qu'ils sont aussi proches du pouvoir de Kigali. Je pense que c'est eux qui sont vraiment en première ligne. En première ligne. Je pense que ces pays-là
de démocratie sachent que leurs ambassades ne sont pas protégées là où ils sont à Kigali. La dernière, dernièrement, il y a une activiste rwandaise qui vit ici en Belgique, qui a fait une démarche d'exposer justement les violations des droits de l'homme auprès de ces ambassades. Et dans une de ces ambassades, l'ambassade des Pays-Bas, pour ne pas la nommer, a bloqué le compte de l'activiste qui leur avait, disons, exposé les violations des droits de l'homme. Sur le compte Twitter de l'activiste, elle a vu que l'ambassade des Pays-Bas l'avait bloqué. C'est pas possible. Comment peut-on informer les gens qui ne veulent pas être informés? Mais c'est aussi quelque chose qui dépasse l'entendement dans la diplomatie, je suppose. Il faut dire les choses. Hein. Vous parlez, parce que j'ai lu ça aussi dans la presse rwandaise. Vous parlez certainement de l'ambassade des Pays-Bas. Oui, c'est ça. L'ambassade des Pays-Bas à Kigali. Il faut désigner les choses. Il y a effectivement une de nos activistes qui a écrit des messages Twitter et qui les a adressés à l'ambassade de Hollande et des Pays-Bas à Kigali. Et puis le lendemain, il s'est rendu compte que ce n'est pas son compte qui a été bloqué, mais c'est la communication avec le compte Twitter de l'ambassade. C'est-à-dire que l'ambassade l'a bloqué en fait. Comme ça se passe sur Twitter. Et ensuite, elle est repartie à l'attaque, elle a dénoncé ce fait, et l'ambassade a dit, ben, en fait, on ne sait pas comment ça s'est passé, on va enquêter. Moi, je soupçonne que l'ambassade puisse avoir raison, malheureusement, parce que ce n'est pas les Hollandais de l'ambassade qui font tout dans cette ambassade-là. En tout cas, il y a quelqu'un qui a bloqué le compte de notre compatriote. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas l'ambassade elle-même, en tout cas, ce n'est pas l'ambassadeur qui gère son compte Twitter, hein, c'est le secrétariat de l'ambassade, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que la Hollande ou que l'ambassade de Hollande à Kigali soit au courant de ce qu'écrivait cette personne. C'est ce que ça veut dire. Mais là aussi, ça devrait demander une enquête et qu'elle soit connue, qu'elle soit publiée, qu'on sache qui a fait ça. Parce que la Hollande, les Pays-Bas ne sont pas habitués, ce n'est pas des habitués de ce genre de pratique, même si parfois ce pays a déjà procédé à des extraditions aussi sauvages que surprenantes, sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la police qui l'a fait sans consulter ou sans suivre les procédures en la matière? En tout cas, il y a des problèmes. Ça procède du même phénomène, en fait. Il y a tellement de pression à Kigali sur les ambassades et dans le monde sur les gouvernements que finalement, notre sort nous appartient. Je ne veux pas utiliser l'argumentaire qui est très cher à Paul Kagame. Vous savez que chaque fois que Paul Kagame est en Europe, ou qu'il reçoit des journalistes occidentaux et qui lui posent des questions sur les droits de l'homme, il attaque directement en utilisant des arguments antiracistes. C'est-à-dire qu'il dit toujours, vous savez, c'est pas parce que nous sommes africains que vous devez nous demander des comptes. C'est un argument de faiblesse, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'Africains qui utilisent cet argument, mais c'est un argument qui n'est pas honnête. Les droits humains sont universels et une journaliste ou un journaliste français, belge, américain ou autre a le droit de poser des questions sur les violations des droits de l'homme. Mais je vais, pour une fois, utiliser cet argument aussi
Et dans l'autre sens, je me demande vraiment parfois s'il n'y a pas de racisme derrière l'attitude des pays occidentaux, surtout européens. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, en observant l'attitude des gouvernements français, belges et européens en général à l'égard de certains pays occidentaux, à l'égard par exemple de la Russie, à l'égard de la Biélorussie, à l'égard de la Chine, ce n'est pas un pays occidental, mais c'est un pays du Nord, un pays développé, eh bien on a l'impression que la vie d'un Biélorusse compte plus que celle de 1000 Rwandais. Récemment, il y a eu un journaliste biélorusse qui a été enlevé, un avion qui a été détourné, et il s'est fait arrêter à l'aéroport, justement, en Biélorussie. Eh bien, quelques jours après, récemment en tout cas, ils ont déjà pris des mesures, ils ont sanctionné, ils ont pris des mesures contre des officiers. Oui, tout le monde s'est levé comme un seul homme pour tout à fait. Il y a des pour, décisions, il y a des sanctions prises contre des ministres biélorusses. Dans le même temps, un Belge d'origine rwandaise, Paul Rusesabagina, a été kidnappé, proprement kidnappé. Et le gouvernement rwandais l'a avoué. Il a avoué avoir financé cette opération de kidnapping international, donc d'enlèvement forcé. Eh bien, il me semble qu'il n'y ait pas eu de sanctions contre les membres du gouvernement rwandais. Est-ce que c'est que la vie de Paul Rusesabagina compte pour des prunes? À un moment donné, c'est ce qu'on va commencer à croire. C'est-à-dire que la vie de Rwandais, d'Africains, je m'excuse d'avoir utilisé l'argument de Paul Kagame, en l'occurrence, celle qui consiste à brandir le racisme à tous les coins de rue. Mais en l'occurrence, pour ce cas précis, je demande aux dirigeants européens, aux dirigeants français, aux dirigeants belges, pourquoi ils ne défendent pas les droits des hommes africains autant qu'ils le font s'agissant de la Russie, par exemple. Est-ce que vraiment la Russie viole plus les droits de ses citoyens que le Rwanda? Ou alors, tout simplement, c'est parce qu'il s'agit de citoyens européens blancs qui sont dignes d'être défendus par la communauté européenne. Il faut que nous puissions parfois utiliser les mêmes arguments que Paul Kagame, parce qu'apparemment c'est efficace. Sauf que venant de nous, ça ne sera jamais efficace. Ils vont dire les célébraires, ça ne prendra jamais. Voilà, nous on ne représente aucun danger, on ne représente aucun moyen de pression, mais nous devons continuer à le dire, surtout oser le dire, bien sûr au risque d'être mal payés par les gens qui nous hébergent sur leur territoire. Mais nous devons pouvoir le dire. Hein. Après tout, c'est quand même des États de droit, des pays où on peut au moins se défendre. Il faut qu'on pose cette question. Il y a du racisme en l'air. Je vais vous parler de l'affaire Karasira au Rwanda. Si vous voulez bien, Aloïse, on peut passer à l'affaire Karasira parce que... oui, mais avant de passer à cette affaire des prisons, je voudrais un peu comprendre, surtout pour nos téléspectateurs, l'ambassade a un responsable normalement qui a les codes d'un compte, qui utilise le compte, qui peut bloquer quelqu'un. Parce que la même personne, l'ambassade, après avoir fait l'enquête, a donné des injonctions à cette personne de débloquer le compte de l'activiste. Donc, la même voie de blocage, c'est la même voie de déblocage. Donc, l'enquête n'est pas difficile à effectuer. Et ça a été débloqué finalement? Oui, son compte a été débloqué par l'ambassade. Pourquoi Radio Urumuri n'appellerait pas l'ambassade de Hollande à Kigali pour demander ce qui s'est passé?
Nous voulons d'abord avoir des éclaircissements de quelqu'un qui est expérimenté dans les affaires diplomatiques. Comme vous. Non, pas expérimenté dans ce genre de magouille, hein, parce que là, il y a des magouilles. Moi, je sais comment ça se passe normalement dans une ambassade normale. Une ambassade normale ne va pas commencer à chipoter, à traquer des opposants du pays. Non, l'ambassade de Hollande n'a pas le droit d'entrer dans cette logique de traquer ou de bloquer les opposants ou les activistes rwandais vivant à l'étranger. Ça, c'est la normalité, quoi. C'est la normalité. Donc, ce qui s'est passé... On cherche des avis, des gens avisés dans la diplomatie. Non, non, pour ça, Aloïse, il n'y a pas... Personne ne peut expliquer ça. Personne... Oui. Seul l'ambassadeur ou la personne qui a bloqué notre compatriote peut l'expliquer, parce que c'est inexplicable. C'est pas normal, c'est irrégulier, c'est illégal. Bien sûr que l'ambassade a son compte. Elle peut bloquer qui elle veut. Moi aussi, il m'est arrivé de bloquer des personnes malveillantes. Hein, parce que quelqu'un qui passe son temps à m'insulter... Oui, une activiste qui informe et certaines violations, ou parce que j'ai montré tout à l'heure l'échange sur le tweet avant qu'il soit bloqué, ou même après qu'il ait été débloqué, c'était des propos polis, hein, de quelqu'un, une activiste qui informe pour que éventuellement l'ambassade creuse et voit ce qu'il en est. Mais bloquer le compte de quelqu'un qui les informe, je pense que ce n'est pas vraiment l'attitude. Même nous, en privé, si quelqu'un veut t'informer de ceci ou de cela, en tout cas, la solution, ce n'est pas de le bloquer. Donc, la meilleure solution, c'est de rendre ça public. Voilà. Une telle attitude devrait être dénoncée publiquement par nos organisations. Mais il faut qu'on ait bien sûr l'information, que la personne concernée nous fasse le point, qu'elle nous dise voilà ce qui s'est passé. Mais il faudrait que de temps en temps, on réagisse publiquement, qu'on dénonce. Qu'on dénonce cette ambassade-là. Nous sommes dans un cheminement qui ne s'arrête pas ici, à cette émission. Je dis que nous recueillons les informations et les avis, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît comment fonctionne la diplomatie. Et après, on verra avec l'activiste, on verra avec l'ambassade. Nous, comme une radio neutre et indépendante, nous le ferons et nous essaierons d'éclaircir à ceux qui nous suivent cette situation. Donc, c'est évident. Mais il fallait quand même que on en parle. Non, justement, on est en train de réfléchir ensemble, en fait. Il faut que, face à une telle situation, qu'on soit conséquent. L'ambassade de Hollande a une unité diplomatique au Rwanda, et lorsqu'elle pose ce genre d'action qui contribue à brimer les exilés rwandais, nous, ça ne nous engage à rien. Nous devons absolument l'affronter et lui dire ce que nous pensons collectivement, si possible. Hein. Vous savez, encore une fois, ces pays n'aiment pas qu'on les dénonce, n'aiment pas qu'on les mette en cause. On ne peut pas mettre l'ambassadeur en prison. Hein. La seule façon, c'est le dénoncer publiquement, le répéter. Peut-être que ça fait réfléchir les autres ambassades. Un ambassadeur qui représente son pays et qui contribue à soutenir finalement ou à appuyer la politique du pays de résidence dans la traque, dans le harcèlement, dans la persécution de ses compatriotes, de ses concitoyens à l'étranger, cette ambassade-là, elle réfléchira 3 fois avant de recommencer. C'est mon avis. Je crois que... Et ensuite, elle va peut-être prendre des actions. Si c'est un Rwandais ou une Rwandaise qui a pris cette décision sans autorisation de l'ambassadeur ou de l'ambassade, eh bien, que cette personne soit sanctionnée. Parce que c'est grave quand même, hein? C'est très grave. Oui, je m'imagine que la personne capable de le faire à une activiste
peut aussi faire certaines actions à l'issue de l'ambassadeur ou de Ah, la... bien sûr, bien sûr. À l'encontre d'autres pays ou d'autres diplomaties. Et je pense que c'est un danger qui peut aller jusqu'à causer vraiment graves incidents diplomatiques. Tout à fait. Alors, je me dis que il faut que les ambassades accréditées à Kigali puissent prendre la mesure de cet acte. La dernière fois, je vous ai parlé du cas de l'ancien secrétaire d'ambassade, du premier secrétaire d'ambassade de Belgique, c'est-à-dire la personne chargée des renseignements au sein de cette ambassade. Vous savez qu'il a été expulsé du Rwanda. Ils ont trouvé un moyen de le présenter autrement. Et le premier secrétaire d'ambassade de Belgique a été expulsé après l'assassinat de Kizito Mihigo. Pourquoi? Moi, je savais que ça allait se passer. Parce qu'il n'a pas compris qu'autour de lui, au sein de l'ambassade, il y avait des agents des services de renseignement rwandais. Et qu'il observait et qu'il faisait des rapports. C'est le dernier diplomate occidental, après l'ambassadeur, ou plutôt un autre diplomate américain qui avait aussi Kizito. C'est le premier secrétaire d'ambassade occidental qui est resté le plus longtemps dans son bureau avec Kizito Mihigo. Plus d'1 heure, m'a dit Donc, son expulsion était prévisible. À partir du moment où on m'a dit que Kizito était mort, et personnellement, j'ai compris que la visite qu'il avait eue chez le premier secrétaire d'ambassade, il était pour quelque chose. Et ce n'est pas la première fois. Vous savez, dans les ambassades, il y a toujours des agents. Hein. Si vous êtes une ambassade rwandaise à Bruxelles, si vous avez des employés belges, ou même dans le personnel rwandais local, hein, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui travaille probablement pour les services belges. Et donc, en ce qui concerne Kizito, il y a un Rwandais ou une Rwandaise, plutôt une Rwandaise d'ailleurs, de l'ambassade qui a signalé. Kizito avait peur que ça ne se fasse. Ambassadeur, excusez-moi encore une fois de vous couper la parole. Le rôle d'une ambassade, normalement, et parlons des ambassades aussi de ces pays de grande démocratie, dans des pays africains, dites est-ce que le rôle de l'ambassadeur, d'une ambassade, c'est pas aussi de braquer les yeux sur les attitudes d'un gouvernement auprès desquels ils sont? Parce que s'il y a des violations des droits de l'homme, l'ambassade doit savoir, doit regarder, doit même dire quelque chose à ces gouvernements. On en parlait avec l'ambassadeur français qui vient d'être affecté à Kigali, monsieur Lanfray, Antoine. Il doit braquer les yeux sur l'attitude et les comportements d'un gouvernement auprès duquel il est affecté. Comment il se comporte par rapport aux droits de l'homme, comment il se comporte. Alors, si le premier secrétaire d'ambassade belge a aussi fait quelque chose ou dit quelque chose, ou en tout cas a réagi aux droits de Kizito Mihigo, parce qu'on l'a torturé, on l'a emprisonné inutilement, en tout cas sans... Donc, c'était son droit, c'était sa mission d'ailleurs. C'est pas pourquoi il a été expulsé, c'est parce qu'ils ont découvert qu'il avait des relations assez spéciales avec Kizito Mihigo et qu'il était probablement en train de l'aider à partir. C'est ça. Et donc, ils ont été dénoncés par un agent rwandais travaillant au sein de l'ambassade belge. Sinon, vous savez, l'espionnage, c'est partout comme ça. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 15 ans, je pense, non, même plus, les États-Unis avaient construit une nouvelle ambassade à Moscou. Mais ils ont dû tout démonter. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que tous les matériaux utilisés étaient truffés de microbes lors de la construction. Donc,
vous avez beau être une puissance, vous avez beau avoir les meilleurs services de renseignement et de contre-espionnage, mais l'autre arrive toujours à passer au travers. Et c'est là peut-être qu'on doit se poser des questions. De quels moyens dispose Paul Kagame pour être aussi fort dans l'espionnage, y compris à l'égard de ses amis? Parce que c'est ça la vérité. Vous avez suivi il y a 2 mois, je crois, un diplomate rwandais à Washington qui s'est introduit dans une salle, qui a participé à une réunion Zoom dans une salle de classe d'un des enfants, Rusesabagina. On l'a su, on en a parlé, mais le diplomate, il est toujours aux États-Unis, il n'a pas été inquiété. Alors que c'est un acte d'espionnage évident. J'imagine que si un Chinois ou un Coréen l'avait fait, les États-Unis pouvaient demander son expulsion. Parce qu'on a déjà eu des cas pareils. Mais c'est un Rwandais, un rescapé Tutsi, qui a échappé au génocide, donc il est intouchable. Vous savez, parfois quand on utilise ce terme d'instrumentalisation, il y a des personnes qui sont choquées, mais ce n'est pas... C'est très, très sérieux. C'est un moyen, ça procure une immunité. Quand vous êtes rescapé officiellement, eh bien, vous êtes rescapé pour la vie et vous êtes intouchable même quand vous faites des bêtises. C'est ce que disait l'autre jour quelqu'un qui dit, mais on m'a retiré le droit d'être rescapé. Ouais, Karasira n'est plus rescapé. C'est un négationniste alors que ses parents, sa famille a été tuée pendant le génocide par les mêmes qui ont assassiné les Tutsis de son village, mais il se fait que son père et sa mère ont été, eux, assassinés par les troupes de Paul Kagame. À partir de ce moment-là, on lui retire le droit d'être un rescapé du génocide des Tutsis. Je voudrais justement faire le pont. Je voudrais justement faire le pont enjambé en allant vers le dossier de Karasira, parce que actuellement, il est Tutsi, on sait qu'il est Tutsi, qu'il est rescapé du génocide des Tutsis de 1994, et qu'on a privé de ce droit d'être rescapé, parce que le FPR a tué ses parents. Donc, c'est un rescapé. En fait, on peut dire un rescapé du FPR, du génocide ou des théories du FPR. Il est doublement rescapé parce qu'il a échappé au génocide des Tutsis et il a échappé aussi à l'assassinat de ses parents par le FPR. Voilà. Donc, il est rescapé des deux côtés, mais il n'avait pas le droit de dire, parce qu'il a utilisé sa chaîne YouTube pour dénoncer que le FPR a tué ses parents et que c'est pour cela que le FPR ne veut pas qu'il soit parmi les rescapés du génocide. Donc, le fait d'avoir exprimé cela, ça lui a valu toutes les foudres du monde de la part du FPR, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est en prison. Et pas en prison, parce que on n'a peut-être pas eu les moyens de le faire taire définitivement quand il était encore libre, mais voir comment on l'a jeté dans un cachot qui était infesté, entre guillemets, du Covid-19, où la totalité de ces gens qui étaient dedans étaient atteints du Covid-19, c'est qu'on l'envoyait, on savait bien qu'on l'envoyait donc à une mort probable. Donc, c'est ça, le Covid. Alors, on se dit, mais ça, on ne peut même pas dire que c'est un coup bas, c'est plus que ça, c'est un comportement, justement, d'un gouvernement
sur lequel les ambassades devaient braquer les yeux. Écoutez, je vais parler bien sûr de Karasira parce que c'est vraiment lui qui est à la page, hein, y compris aujourd'hui, y compris il y a 1 heure, parce que j'ai suivi tout ce qui se passe autour de ce cas à Kigali. Moi, je vais carrément accuser le gouvernement rwandais, le régime de Paul Kagame. Je vais le dire. J'accuse le régime de Paul Kagame de chercher à éliminer l'opposition naissante au Rwanda en utilisant le Covid-19. Vous venez vous-même de dire que Aimable Karasira a été mis dans un cachot où il y avait d'autres prisonniers, mais déjà malades du Covid. Et le gouvernement le savait, la police rwandaise le savait. Elle ne peut pas prétendre l'ignorer. D'autant que des anciens résidents de cette prison ou de ce cachot ont prévenu officiellement la police. Moi, j'ai vu des tweets, des gens qui disaient, vous savez, j'étais en prison et en sortant de prison, nous étions plusieurs à nous rendre compte que nous étions malades du Covid. Et un qui a dit même qu'il y avait plus de 120 personnes, 120 malades du Covid. Moi, j'ai eu aussi des informations, des renseignements venant de Butare, un gardien de prison qui m'informait que dans la prison de Karubanda, qu'il y avait déjà plus de 80 morts de Covid. Mais on ne le dit pas. Le gouvernement se contente de recevoir des aides, des millions de dollars, mais ne soigne pas les prisonniers. On les laisse mourir. Et justement, là où le vent blesse, c'est que toutes les personnes qui ont été arrêtées récemment, dont Aimable Karasira, parce qu'il n'est pas seul, hein. Nous sommes braqués sur Aimable Karasira parce que nous le connaissions, mais il y a d'autres jeunes qui ont été déplacés de leur prison ou de leur cachot pour être mis dans des cachots où le Covid-19 est présent. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis à l'écran le tweet d'un certain Shema Ramiro. Moi, je n'ai pas osé prononcer son nom parce que je me suis rendu compte qu'après avoir écrit ces tweets, c'est un tweet qui est public. Quelqu'un a bloqué, oui, tout à fait, mais quelqu'un a bloqué son compte aussi. Tout à l'heure, encore avant de venir, j'ai essayé d'y accéder, je n'arrive pas. Alors qu'avant, j'ai accédé. Donc, c'est que la police a dû... mais disons que, comme vous dites, alors ils disent, est-ce que vous êtes au courant que le commissariat de Guezamenyo regorge de cas de Covid? Nous sommes un groupe de personnes qui ont été là récemment et une fois sortis, presque tout le monde a été testé positif. Pourquoi envoyez-vous toujours des personnes en bonne santé à cet endroit? Et il n'est pas le seul à l'avoir dénoncé parce qu'il y en a d'autres. Il y a un autre qui, lorsque j'ai lu ses autres tweets, lui n'est même pas un opposant, je ne sais pas pourquoi il était en prison, mais il dit que c'est un rescapé, qu'il est fidèle au pouvoir, mais qu'il a été interné dans un cachot de malades de Covid. Alors, ce que nous pensions va probablement arriver. Vous savez qu'aujourd'hui, Aimable Karasira devait justement comparaître devant le tribunal. Et je crois que c'est hier ou avant-hier, le procureur général ou le procureur de la République a annoncé que Aimable Karasira ne pourrait pas être présent au palais de justice parce qu'il était atteint de Covid. Donc là, au moins, c'est sûr. Selon le procureur de la République, Aimable Karasira est atteint de Covid. Or, en entrant, le jour de son arrestation, il ne l'avait pas. S'ils se sont empressés de le dire et de le dire publiquement, c'est qu'ils savent que Karasira n'est pas en bonne santé. J'ai eu la confirmation avant de venir à cette émission que des membres de la famille de Karasira avaient
officiellement l'autorisation de lui rendre visite aujourd'hui. Eh bien, ils sont allés à 2 reprises à l'hôpital. Et chaque fois, ils se faisaient balader, ils attendaient pendant des heures. À la fin, la première fois, on leur a dit, écoutez, vous pouvez partir et revenez. Et quand ils sont arrivés à la maison, on les a rappelés. Et le même scénario s'est passé. Et donc, toute la journée, ils ont essayé de voir Karasira et n'ont pas pu. Heureusement qu'il y a un témoin. Il y a un témoin qui parle, il y a un témoin qui s'exprime, qui a fait des vidéos pour annoncer cette malencontreuse visite à Karasira. Eh bien, c'est notre camarade Sylvain Moïse-Roy qui était de l'équipe qui a voulu voir Karasira. Ils ont passé la journée à aller et à venir, et à la fin, à l'hôpital, on les baladait et ils n'ont pas pu voir Aimable. Pourquoi ne montre-t-il pas Aimable à sa famille, alors qu'ils ont annoncé qu'il avait le Covid? Vous croyez qu'il y a lieu de craindre pour sa vie? Ah ben oui, ben oui. En tout cas, à supposer même qu'il s'en sorte, ça veut dire que l'hôpital ne voulait pas qu'on le voie dans l'état où il était aujourd'hui. C'est sa famille, hein, avec un ami, Sylvain Moïse-Roy. C'est un ami à Aimable Karasira. Ils ont même fait des émissions ensemble. Donc moi, je suis très inquiet. En soi, même s'il s'en sortait. Même s'il s'en sortait, il a été atteint de Covid en prison. Oui, l'acte de l'envoyer à un endroit dangereux, oui, et potentiellement mortel par un gouvernement qui est considéré comme envoyer quelqu'un qui est considéré comme un opposant, donc quelqu'un qui est critique à ce gouvernement. Je pense que c'est une responsabilité qui incombe vraiment à ce gouvernement. C'est délibéré en plus, c'est délibéré puisqu'il savait que le Covid était, que cette prison, ce cachot, qu'il était infesté de Covid. Il le savait. Alors, il y a autre chose, moi, qui m'inquiète. Je soupçonne le gouvernement sincèrement d'avoir de mauvaises intentions à l'égard des opposants qui sont en prison. Au départ, je pensais, mais je n'osais pas m'y accrocher. Regardez Paul Rusesabagina. On lui a collé 2 personnes qui passent la nuit avec lui. Il ne les connaît pas, hein. Mais subitement, on a introduit 2 personnes dans sa chambre, en prison, qui passent les nuits avec lui, mais qui disparaissent le jour. Paul Rusesabagina ne les connaît pas. La même logique qui les incite à vouloir tuer Aimable Karasira par le Covid, pourquoi ça ne serait pas utilisé contre Paul Rusesabagina d'une manière invisible? On fait venir des gens qui sont déjà malades de Covid, qui passent la nuit avec Paul Rusesabagina, et puis le lendemain, pour éviter éventuellement une visite qui permettrait de les identifier, parce que c'est ça. Le jour, il est seul, Paul. C'est la nuit que ces gens viennent dormir dans la même pièce que Rusesabagina. Mais le jour, ils disparaissent. Vous pensez que c'est innocent tout ça? Moi, je crois vraiment qu'il y a des choses qui se préparent ou qui sont déjà engagées, qui sont en cours. Aujourd'hui, le Covid-19 peut remplacer le poison qu'utilisent certains gouvernements pour tuer. Le secrétaire, monsieur l'ambassadeur, le secrétaire général des Nations Unies l'a dit, l'avait pressenti et a mis en garde tous ces gouvernements, disons, de dictateurs, disons les choses par leur nom. Il a mis ces dictateurs en garde. Il a dit vraiment, il ne faut pas que le Covid soit instrumentalisé pour se débarrasser de ces opposants. Je vous mets l'article sur votre écran.
vous pouvez le lire avec moi, c'est Antonio Guterres qui pointe la dictature mise en place sous prétexte du Covid dans nombre de pays. Donc, c'est en février de cette année, ça fait quelques mois. Hein. Eh bien, il a mis la puce à l'oreille de nos dirigeants rwandais. Ils ont compris qu'on pouvait utiliser le Covid pour éliminer le Covid. On ne peut pas savoir, mais on pourrait dire aussi qu'il a voulu prévenir. En tout cas, personnellement, puisque c'est moi l'invité de ce soir, je le dis, cher Aloïse, vraiment, j'accuse le gouvernement de Paul Kagame de chercher à tuer Aimable Karasira et d'autres opposants et autres activistes en utilisant le Covid, parce qu'il est prouvé qu'ils ont été exposés à cette maladie délibérément. Ils ont été introduits dans des cachots qui étaient déjà infestés de Covid, où il y avait des malades de Covid, où il y avait une promiscuité intolérable même en temps normal. Alors, mettre des prisonniers ensemble dans la promiscuité, en sachant qu'il y a des malades de Covid, pour moi, l'intention est claire, c'est pour en profiter afin d'éliminer l'opposition intérieure. Et si jamais vraiment il arrivait quelques malheurs à Aimable Karasira, il faudra que Paul Kagame et son régime soient tenus pour responsables de cette mort si jamais Aimable ne s'en sortait pas. Et par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, le fait que l'hôpital, sur l'instruction de la police et du tribunal, refuse à sa famille de le voir, eh bien, ça fait penser que tout n'est pas normal. Ceci doit être considéré comme une alerte. Si rien de mauvais, si rien de dramatique, si rien de tragique n'arrive, tant mieux. Mais si jamais il se passait quelque malheur, si jamais il arrivait quelque chose à Aimable Karasira et à ses camarades qui ont été arrêtés sans motif, parce que nous ne savons pas, par exemple, où se trouve Ida Manié, Yvonne, et leurs camarades arrêtés comme ça intempestivement. Nous ne savons pas dans quelles conditions sont ceux qui sont accusés de terrorisme et d'avoir envahi le Rwanda. Les Calixte Sankara, les Herman Haimana et les autres. Peut-être qu'ils vivent la même situation, peut-être qu'ils sont dans des conditions où le Covid, où ils ont été exposés au Covid intentionnellement. Parce qu'on ne peut pas. Pourquoi on n'a pas testé les prisonniers qui étaient dans la salle ou dans le cachot où a été conduit Aimable Karasira? Parce que Karasira n'avait pas le Covid avant d'entrer. Donc, je tenais à le dire. C'est peut-être imprudent de ma part, mais il vaut mieux prévenir que guérir. La vie de notre compatriote est en danger. Les prisons, ainsi que les cachots, tous les témoins disent qu'il y a vraiment des milliers de morts qui sortent. Et que presque tout le monde, vous avez vu le témoignage de quelqu'un qui est venu de là, presque tout le monde est atteint. Ouais. Pourtant, justement, le secrétaire général des Nations Unies avait dit qu'on relâche toutes les personnes qui étaient en prison sans un grave crime. Hein? Mais au Rwanda, au lieu de cela, on prend les gens parce que quelqu'un a réclamé ses droits, ils vont en prison. C'est les envoyer à la mort. Donc, c'est l'inverse de ce que les Nations Unies ont demandé. Alors, on se dit, donc, si on regarde tout ça dans la globalité, avec tout ce que vous avez dit, c'est une opération qui est en cours en utilisant le Covid, de se débarrasser de ses opposants, de ses voix dissonantes. Et comme ça, voilà, c'est le Covid. Parce que ça ne peut pas être autrement. Au moment où la démarche devait plutôt
de sortir les gens, donc d'essayer de les soigner et les sortir des prisons parce que là, il y a danger réel. Tout le monde est atteint. Donc la démarche devait être de sortir les gens et les soigner. Maintenant, on fait l'inverse. On amène les gens sains pour les faire contaminer à l'intérieur des prisons. Tout à Ça, fait. c'est criminel. Non, c'est criminel, c'est criminel. Et j'espère qu'ils ne diront pas qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils savaient et ils savent. Si le procureur a fait une déclaration publique officielle pour parler du cas de Aimable Karasira, c'est qu'il a pris ses responsabilités. S'il a refusé, ou si la direction de l'hôpital a refusé à sa famille de le voir, alors que la famille avait pris rendez-vous pour voir Karasira, eh bien, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. S'il arrive quelque chose à Aimable Karasira, il faut vraiment que le président Kagame prenne ses responsabilités. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un acte criminel qu'ils sont en train de poser. C'est une opération d'élimination systématique des opposants. Le cas de Karasira, nous l'avons appris rapide parce qu'il devait comparaître devant le tribunal. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Tous ces jeunes qui ont disparu, soi-disant, mais qui sont dans des prisons mouroirs, est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce qu'on ne les a pas exposés au Covid de la même manière qu'on l'a fait pour Karasira? Eh bien, disons-le, répétons-le, et portons des accusations parce que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à regarder Paul Kagame assassiner nos petits frères, nos sœurs, impunément, comme ça. Je pense que, comme ma voix commence à bloquer un peu, je vais peut-être vous demander l'autorisation de partir. Non, on était à la fin de notre émission, mais on ne partirait pas sans que je vous demande quand même de faire une petite conclusion concernant ces diplomates auxquels Radio Rumuri va certainement envoyer cette émission et leur demander de tenir compte des recommandations, des mises en garde qui sont contenues dans notre émission. En espérant qu'ils ne vont pas bloquer la radio. Ils ne vont pas bloquer notre radio, ça c'est sûr, mais ils peuvent utiliser d'autres moyens pour ne pas écouter. Ils vont bloquer les audios que vous allez leur envoyer ou les images. Hein. Moi, je suis d'avis qu'il faudrait envoyer cette émission, ou écrire en tout cas, aux ambassades des pays qui apportent de l'aide au gouvernement rwandais pour combattre le Covid, ça c'est un. Les États qui soutiennent d'une manière ou d'une autre le régime rwandais, c'est-à-dire les États-Unis. Nous avons la chance d'avoir un ambassadeur américain qui parle, paraît-il, le Kinyarwanda. S'il marque autant d'intérêt à vouloir apprendre notre langue, j'espère qu'il a autant d'intérêt à aimer le peuple rwandais. L'ambassade de Belgique, l'ambassade de France, même si M. Hanfray n'est peut-être pas encore là, mais nous devons vraiment, vraiment, vraiment nous adresser aux diplomates étrangers à Kigali en leur demandant de commencer à considérer que les Rwandais sont des êtres humains, qui ne sont pas à Kigali pour Paul Kagame, que c'est pour promouvoir la coopération entre leur peuple et le peuple rwandais. Ce n'est pas l'amitié ou le copinage entre chefs d'État. Ils ne sont pas là pour ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous écouter? Je ne sais pas, mais nous devons faire notre devoir et surtout appeler le gouvernement rwandais à ses responsabilités en matière en ce qui concerne ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que nous sommes au courant, nous avons en plus des gens qui nous informent au Rwanda, des militaires, les gardiens de prison qui sont là, qui nous disent dans telle prison, il y a eu 80 morts la semaine dernière de Covid, mais on continue à faire venir les gens. C'est vraiment criminel et que les diplomates étrangers, surtout occidentaux, les Africains, vous savez, ils ont déjà leurs problèmes chez eux, mais il y a des pays africains qui ont pris tout ça au sérieux et qui réagissent de temps en temps.
Mais les Occidentaux doivent savoir que l'argent, les moyens, les aides qu'ils versent au Rwanda ne doivent pas servir à opprimer la population rwandaise. Parce que c'est aussi prendre des responsabilités énormes. Vous savez, il y a des pays qui sont accusés d'avoir fait ceci, de n'avoir pas fait cela au Rwanda, d'avoir abandonné le Rwanda au plus fort du génocide en 1994, d'avoir pris part à ceci ou à cela. Il ne faudrait pas que demain, des pays soient accusés d'avoir financé l'élimination de l'opposition via le Covid, alors qu'ils sont en train en même temps d'envoyer des doses de vaccination au Rwanda, des médicaments, d'envoyer ceci. Et dans le même temps, les moyens qu'ils reçoivent, que Kigali reçoit, ils les utilisent pour tuer sa population. De soutenir une soi-disant justice qui est utilisée pour opprimer les gens, les envoyer en prison. Exactement. De les tuer par le Covid. C'est pas une justice, c'est un outil de massacre. Et c'est soutenu par les Néerlandais, les Hollandais, les Pays-Bas, c'est soutenu par les gouvernements, voilà, qui versent des millions, qui ne vont même pas soutenir cette justice, mais plutôt dans les poches sur des comptes du président. Les comptes qui sont connus, un président qui a 3 avions, un président d'un petit pays comme le Rwanda, sans ressources, avec 3 avions privés. Et je pense qu'on ne peut pas douter de la destination de ces fonds qui vont, soi-disant, pour aider la justice. Merci, Excellence. Un dernier mot quand même pour, oui, allez-y. Une fois encore, témoigner ma solidarité et mon soutien aux familles des personnes qui sont à Kigali, Paul Rusesabagina, qui risque gros dans cette affaire. Hein. Il y a quand même une réquisition pour une peine de perpétuité. Sankara, Herman et tous leurs camarades. Il faut aussi que nous soyons prêts à prendre nos responsabilités. Si ces personnes, effectivement, abandonnées finalement de leur pays aussi, comme Paul Rusesabagina qui est belge, je ne pense pas que la Belgique ait fait tout ce qu'il fallait. Je ne pense pas que les pays occidentaux qui prennent des sanctions comme ça à la seconde pour sanctionner les ministres biélorusses, parce que la Biélorussie, et ils ont raison, la Biélorussie a kidnappé un journaliste de l'opposition, semble-t-il. Mais que les mêmes gouvernements gardent le silence, que la France, qui est quand même la patrie des droits de l'homme, garde un silence complice face à cet acte de terrorisme, l'enlèvement forcé, le kidnapping de Paul Rusesabagina. Il faut vraiment que pour une fois, il nous écoute. Paul Rusesabagina qui va être condamné très très probablement parce que le président Kagame l'a demandé et il l'aura, condamné à perpétuité. Il est exposé à des gens qu'il ne connaît pas et qui ont probablement le Covid. Il faut que les pays occidentaux qui soutiennent le Rwanda sachent que les Rwandais apprécient très très mal ce soutien. Il ne l'a pas kidnappé pour lui octroyer une coupe ou une médaille. Hein. Mais le problème, c'est que ces mêmes gouvernements qui sanctionnent la Biélorussie ou des dirigeants biélorusses ou des ministres biélorusses, ils n'ont pris aucune mesure contre les ministres rwandais, en particulier celui qui a avoué avoir financé l'opération de kidnapping. C'est quand même, c'est très très peu sérieux, ou pas sérieux du tout. Mesures, hein. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment le mot de la fin, c'est pour marquer ma solidarité avec la famille de Paul et les familles de ces co-accusés au Rwanda. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir éclairci certaines zones d'ombre dans des situations diplomatiques que nous avions préparées pour que vous puissiez nous aider à réfléchir là-dessus. Et j'espère que la semaine prochaine, vous serez encore une fois avec nous, le mardi prochain, pour encore une fois voir certaines choses de la diplomatie rwandaise, de certaines nouvelles situations que nous aurons préparées pour
encore une fois vous demander de nous aider à comprendre. Je vous dis donc merci et pour vous dire au revoir, je vais vous faire écouter une chanson. C'est une chanson d'un activiste, un chanteur activiste suisse, Philippe de Kourou, qui l'a chantée. Et surtout, cette chanson, je la dédie à Paul Kagame et à tous ces puissants qui le soutiennent, comme vous l'aviez identifié. Je vous fais écouter cette chanson. Merci beaucoup. Des 6 milliards d'humains sur ce même grain de sable, qui n'est qu'un petit point perdu dans l'insondable. Il y a ceux qui ont les droits de l'homme, ceux qui ont que le droit de se taire. Il y a ceux qui surconsomment et ceux qui crèvent la misère. Ceux qui font des discours pour masquer l'injustice et les appels au secours de ceux qui la subissent. Il y a ceux qui passent leur vie à voler et détruire ce que d'autres avaient mis des années à construire. Et puis ces dirigeants, criminels impunis, devant qui certains grands déroulent leur tapis, les appelant amis malgré le sang versé, et qui restent à jamais témoins de leur folie. À tous les puissants du monde, présidents, décideurs, les grands qui mènent la ronde, où l'argent règne en maître et seigneur, ceux pour qui tout est possible, à qui tous les coups sont permis, protégés, invincibles, cachés sous de faux alibis. À ceux qui ont tous les droits, l'immunité des plus forts, qui trônent au-dessus des lois en toute impunité, encore et encore. Ceux qui jouent avec le crime, les innocents aux mains sales du sang de leurs victimes, sans âme et sans morale. Si Dieu semble laisser faire, si le mal a triomphé, un jour viendra où il faudra payer. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où les ténèbres fuiront devant la lumière. Et personne ne pourra plus rien cacher. Les laissés pour compte, les éternels oubliés, ceux qui ont connu la honte et l'abandon parce qu'ils n'étaient pas bien nés, à tous les enfants meurtris, abusés, déchirés par ceux qui s'en sont servis jusqu'à tuer leur dignité. Si Dieu semble sur la terre vous avoir oublié, un jour viendra où vos larmes seront séchées. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où l'injustice enfin va triompher. Et les derniers seront les premiers. Un jour viendra où les livres seront ouverts. Un jour viendra où les comptes seront réglés. Un jour viendra où il sera trop tard pour regretter. Les jeux seront faits pour l'éternité. Quand s'allumeront les projecteurs sur l'écran du film de ma vie, et que tous seront spectateurs de ce que je croyais avoir enfoui, de tout le mal que j'ai pu faire et du bien que je n'ai pas fait,
de tout ce que j'ai foutu en l'air et de l'amour que j'ai pas su donner? Est-ce que je pourrais rester debout et affronter la vérité? Ou est-ce que je pense être assez fou pour croire que je pourrais m'en tirer encore, alors que j'ai tout foiré? Quand s'éteindront les projecteurs et que la porte va se refermer, moi je serai là, mais de quel côté? Voilà, c'était donc Philippe de Courroux, un chanteur activiste pour les droits de l'homme suisse, qui a chanté cette chanson. Et j'ai jugé bon de la dédier à Paul Kagame et à tous ces puissants qui le soutiennent. J'espère que au moins les paroles de cette chanson leur auront inspiré quelque chose. Voilà, je vous souhaite donc une excellente soirée, monsieur l'ambassadeur, chez vous en France, à Orléans. Merci à vous. Merci. À mardi prochain. Merci pour tout ce que vous faites, en tout cas, c'est très utile.